un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou mes très chers enchanteurs. Ah bah tiens, Ophélie nous dit, trop belle la chanson. Bah, je suis contente que ça te plaise, Ophélie. Et très très heureuse de te revoir également. J'espère que tu as passé un très bel été, comme tous les enchanteurs qui nous écoutent ce matin. Et oui, Robert est là aujourd'hui, merveilleux. C'est beau, c'est que du bonheur. Vera aussi vient d'arriver, mais c'est magnifique. On va faire un petit peu le topo de savoir qui est là ce matin. Mais et bien évidemment, et oui, ce matin, c'est le premier dimanche du mois. Et si vous avez un petit peu suivi l'émission donc du dimanche précédent, et ben vous savez un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et oui, donc premier dimanche du mois, on a normalement à 10h30 notre merveilleuse Marie-Roux avec sa chronique Work in Progress. Mais Marie-Roux est hélas indisponible pendant quelques semaines, donc ce qui fait j'ai remplacé des petites choses, j'ai agrandi des petites choses, et notamment la chronique de Mimi Mireille avec un retour vers le passé. Et vous verrez pour cette saison, Mimi Mireille, elle a fait un travail de ouf parce que je lui ai demandé certains personnages en corrélation avec l'ambiance du moment, enfin du mois en cours. Donc ce qui fait que ce matin, on va vraiment ouvrir les portes autour d'un univers avec notre merveilleuse Mimi Mireille et sa chronique Le Retour vers le passé. Donc on va parler de la Renaissance ce matin et notamment de François Ier. Donc vous aurez toute une ambiance, une atmosphère autour de ça. Vous aurez aussi bien sûr la guidance féerique. Vous en connaîtrez un petit peu plus sur la salamandre ce matin. Et bien évidemment, j'ai aussi fait un petit travail autour du secret des plantes. Donc on va analyser le millepertuis. Oui, mes très chers enchanteurs. Si vous avez ouvert la newsletter des enchanteurs vendredi ou même hier, ou même vous pouvez encore ce matin, vous savez que chaque premier dimanche du mois, c'est aussi le petit jeu concours. Et avec le petit jeu concours, si vous ouvrez la newsletter, que vous la lisez bien sûr, après vous pouvez être sélectionné en direct par tirage au sort pour gagner le cadeau du petit jeu concours. Mais qu'est-ce donc ce cadeau du petit jeu concours? C'est très simple, c'est un livre de votre choix que je vous envoie à la maison. Donc un livre de moins de 20 €, frais de port compris. Donc ce qui fait que voilà, vous gagnez le cadeau chaque premier dimanche du mois en ouvrant la newsletter des enchanteurs qui est envoyée le vendredi avant le live. Donc en fin d'émission, je vais faire ce tirage au sort et vous saurez également qui a gagné le premier cadeau du mois. Alors bien sûr, on va continuer chaque quatrième dimanche du mois à faire le grand cadeau du mois. Et là, l'auditeur passera à l'antenne puisque là, on jouera en direct live. C'est-à-dire qu'il faudra envoyer un mail pour jouer le grand cadeau. Et je rappelle, le gros cadeau du mois, c'est une formation de Daniel Chouchi. Et oui, une conférence aux petits oignons, je ne vous dis que ça. Donc ça va être un très très beau cadeau également. Alors bien évidemment, à 11h30, on recevra aussi Alexandra Gallo pour sa chronique La magie d'Avalon. Ça va être une merveilleuse matinée, je le sens, mes très chers enchanteurs. On va être aux petits oignons, moi je vous le dis. Mais avant que l'émission commence, on va faire des coucous sur le chat. Mais vous commencez à être nombreux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et pour venir nous rejoindre, c'est très très simple, mes très chers enchanteurs, il suffit d'aller sur notre site officiel, radioantasia.fr. Vous avez un onglet où c'est écrit le chat. Vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, oui, comme par enchantement, vous pouvez papoter avec les enchanteurs qui écoutent l'émission. Et vous pouvez aussi écouter l'émission à travers le chat. Et oui, parce que tout en bas, à droite, si vous êtes en version ordinateur, vous pouvez actionner un lecteur et notre radio est également disponible ici aussi. Alors, donc, qui est-ce qui est présent sur le chat? Mais il y a du monde. Il y a Clan du Lacra. Waouh, hello Choupinette. Il y a Sylvain qui est là également. Coucou Sylvain.
Il y a Abyss qui est là, ça a été la première avec Millenia à être présente. On vous fait de gros bisous les poussinettes. Il y a également Robert qui est de retour. Toujours en vacances Robert me semble-t-il, mais on te fait plein de gros bisous. Il y a également Iselian qui est là. Hello Isilian, are you Isilian? Bisous Isilian. Il y a également Ophélie qui est là. Coucou ma choupinette, j'allais dire ma chérie, mais je te connais pas assez pour te dire ma chérie bien sûr, mais le cœur y est. Il y a également Lysia qui est là, on lui fait plein de gros bisous. Gros bisous Lysia. La poussière de toi, elle a eu du mal. Alors, n'oubliez pas, on est également de nouveau présent entre 13h et 14h parce que c'est la toute première émission live du JT des sorcières, la chouette actu dans toute sa splendeur. Et je serai donc en binôme avec notre merveilleux Eric Cooper qui va transmettre plein d'informations, bien évidemment, sur la Belgique. Et moi, j'ai de quoi faire également autour des formations, mes très chers enchanteurs. Mais je ne l'avais pas vu. Il y a également Pascal qui est là. Coucou Pascal. Alors, je l'annonce officiellement, Pascal sera présent dans le JT des sorcières ce 3e dimanche et après il intégrera avec Eric Cooper le premier dimanche du mois au mois d'octobre, comme ça vous savez tout. Et oui, alors au moins 10 ans que l'on se connaît, mais oui c'est vrai Ophélie, mais c'est vrai, mais en fait depuis que je fais de la radio presque, depuis Arcadie il me semble, donc ce matin et ça c'est merveilleux. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même un certain nombre que je connais depuis de très nombreuses années. Et vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. Je suis toujours aussi folle. Rock'n'roll. Bref, donc on va commencer l'émission, on va mettre la pépite d'Eric Cooper, la musique d'Eric Cooper, la chouette chanson d'Eric Cooper. Vous savez, je vais chercher dans mes fichiers toutes les belles chansons qu'Eric Cooper m'envoie. Et ce matin, ça va péter. Hein. Je vous le dis, ça va péter ce matin, il va y avoir de l'ambiance pour cette chouette chanson. Vous connaissez I win hell, c'est AC/DC, vous connaissez? C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Elle me met une de ses pêches, cette chanson, je sais pas pour vous, mais voilà. Bref, donc on va commencer la matinée avec une chanson qui pète. D'ailleurs, tiens, je pense, rien à voir avec la chanson, mais je fais de gros bisous également à Amulus et la boutique Salamander. Donc Baguette Salamander, on leur fait plein de gros bisous à toute la famille d'Amulus au passage. Ensuite, vous aurez la guidance féerique, les secrets des plantes avec le millepertuis juste après. Et ensuite, on ouvrira les portes autour de François Ier et de l'univers, oui, de l'univers, de la Renaissance. Attention parce que vous allez aussi avoir Yannick Rub. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez écouté les émissions l'année dernière, j'actionnais plusieurs émissions l'année dernière dans la journée, l'après-midi, le soir. Et il arrivait très souvent que je mette également plein de jolies pépites autour de Yannick Rub. Yannick est un créateur de dingue, vraiment merveilleux. Et donc il a créé un site, une chaîne YouTube dans laquelle il met plein d'informations sur l'histoire de France. Et en plus, vous pouvez même suivre des cours gratuits autour de l'histoire de France. Mais pas que, il n'y a pas que l'histoire de France. Donc, je vous mettrai le lien sur le chat si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Et donc, il fait partie de nos partenaires également quand je fais des diffusions hors live. Donc, j'avais envie, vu que j'ai arrêté, c'est pour cette saison-là, j'ai arrêté de mettre les émissions les après-midi et le soir. Ce qui fait que je me dis de temps en temps, pendant un live le dimanche matin, vous pouvez découvrir aussi les pépites de Yannick Rub. Donc, c'est parti, mes très chers enchanteurs. Pour 2 heures de folie, on y va avec AC/DC. Vous êtes prêts? On va taper des pieds, on va danser, on va chanter, on va aller complètement, décoiffer nos cheveux, hein, on va y aller, la tête va tourner, ça va être rock and roll ce matin. Allez, à tout à l'heure, mes très chers enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le secret des plantes sur Radio Antasia. Le secret du millepertuis, la plante qui chasse les ombres.
Savez-vous d'où provient ce nom? Millepertuis. Il n'est pas anodin, sachez-le. Millepertuis signifie 1000 trous. Alors pourquoi ce nom étrange? Bien évidemment, son nom scientifique est Hypericum. On le sait. Mais cette plante est fascinante de par ses feuilles. Si on contemple cette plante avec plus de détails, et notamment les feuilles, on s'apercevra qu'il existe des tas de petits trous, ici et là, qui pullulent tout autour de cette plante. Voici pourquoi on l'a appelée millepertuis, qui signifie donc 1000 trous. Mais attention, il n'y a pas que ce secret qui entoure cette plante enchanteresse. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est la plante qui chasse les ombres. Depuis le Moyen-Âge, le millepertuis est surnommé la chasse-diable. On croyait effectivement que cette plante repoussait les mauvais esprits et surtout les pensées les plus sombres. Aujourd'hui, on sait que cette plante agit réellement comme un antidépresseur doux et naturel. De version médicinale, on dit aussi qu'elle soulage l'anxiété légère et modérée, les troubles du sommeil et aussi les états dépressifs dits passagers. Mais alors pourquoi ? On a appris que dans cette plante, il y avait l'hormone du bonheur. C'est la sérotonine. Et oui, elle en est envahie. Pas anodin, n'est-ce pas ? Un dernier petit secret magique autour de cette plante enchanteresse. Dans les temps anciens, on disait qu'il fallait accrocher un bouquet séché de millepertuis près de sa fenêtre afin de se protéger et de protéger la maison des mauvais esprits. En somme, le millepertuis est une plante qui incarne la lumière contre l'ombre. Il est le protecteur, le guérisseur du corps et de l'esprit. Il est le gardien contre la mélancolie. Donc, avoir du millepertuis sur soi au moment de l'équinoxe d'automne est un précieux allié, vous l'aurez compris mes très chers enchanteurs. Et oui, c'est peut-être cet double aspect médicinal et magique qui fait de lui, encore aujourd'hui, un halo de mystère qui l'entoure. C'était Le secret des plantes pour Radio Antasia. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Chaque dimanche nous vibrons au rythme de la magie. Le royaume nous appelle dès que le soleil se lève. Et oui, avec toute la chouette équipe, tout, l'ambiance est vraiment magique. Le dimanche, on vous invite à partager avec nous le retour des enchanteurs. Ah, il faut apprendre les chansons par cœur, mes très chers enchanteurs, les jingles, etc. D'ailleurs, j'ai créé des shorts sur YouTube. Rendez compte, c'est mes premiers shorts. Alors pas le short, le pantalon court, non, le short, la vidéo, une sorte de reel Instagram en version YouTube en short. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Yeah, oui, ça chauffe. Ah oui, ça chauffe du bouillon. Donc oui, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous verrez, j'ai déjà commencé à faire plusieurs shorts et j'hallucine en fait le nombre de vues. En fait, ça va vite. Le nombre de vues des shorts, ça dépasse nos vidéos, quoi. Vous vous rendez compte? Mais c'est un truc de fou. Les gens aiment bien les shorts, en fait. Les gens aiment bien les courtes vidéos, je remarque. Ou alors ils aiment bien chanter et danser aussi sur Antasia. Donc peut-être que ceci explique cela. Pour revenir un petit peu au millepertuis, je me suis dit un petit peu le retour du secret des plantes. De temps en temps, ça pourrait être sympathique en version, Alina ou même version de d'autres enchanteurs. Pourquoi pas? Déjà, pour pouvoir proposer un petit peu autre chose de temps en temps. Ça, c'est juste magique. Je me suis dit, en plus, le millepertuis à cette période-là, parce que c'est une plante, en fait, qui nous tenaille le cœur entre deux saisons. Et comme là, nous arrivons à Mabon et à l'équinoxe d'automne, on est en plein, là, entre deux saisons, entre l'été qui s'achève et l'automne qui arrive. Je me suis dit, allez hop, mettons en avant le millepertuis. Mais sachez que nous avons eu les disciplantasiens pendant plusieurs saisons qui ont proposé le secret des plantes avec des tas de plantes magnifiques à mise en avant, avec des recherches vraiment sympas et de ouf. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez un petit peu découvrir ou redécouvrir cette chronique qui est le secret des plantes, qui a été créée sur Radio Antasia dès la première saison, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube Antasia TV, mes très chers enchanteurs. Et d'ailleurs, ça monte en abonnés sur notre chaîne, donc je suis super contente. Je remercie grandement toutes les personnes qui s'y abonnent. Autre élément, on a eu encore un abonné ce matin. Il s'appelle 11.
Non, c'est une demoiselle. Elle s'appelle 11. Donc merci à toi 11 pour l'abonnement de ce matin sur notre chaîne YouTube. Oui, parce que vous aurez peut-être remarqué, mais depuis cette saison, eh bien, je mets en vidéo replay eh bien, l'émission du dimanche matin. Donc si vous avez raté l'émission de la semaine dernière, elle est déjà disponible en vidéo replay sur notre chaîne YouTube. Donc maintenant, je ne divise plus l'émission du dimanche matin par chronique, mais je mets l'intégralité, sauf les musiques bien sûr, sur YouTube. Donc là, c'est parti, mes très chers enchanteurs. On va ouvrir l'ambiance et l'univers de la Renaissance et de François Ier. Donc on va passer à peu près une petite demi-heure ensemble autour de la chronique de Mimi Mireille, Retour vers le passé. Alors je sais pas ce qu'elle fait, Mimi, je sais pas où elle est. Donc on lui fait plein de gros bisous, c'est dommage. Peut-être qu'elle va arriver en cours de matinée, parce que ce serait top qu'elle puisse un petit peu échanger avec vous sur ses recherches, ce serait merveilleux. Donc c'est parti, on y va pour Retour vers le passé spécial François Ier, mes très chers enchanteurs. Oui, on y va, c'est parti. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Les temps modernes. Cette période commence à la fin du Moyen-Âge, que je situe en 1450 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Le début de cette période commence avec ce que l'on nomme la Renaissance. Ce mouvement historique présent dans toute l'Europe et qui veut mettre en avant l'Antiquité gréco-romaine, aussi bien en littérature, philosophie et les arts. C'est à cette période que l'on assiste à l'expansion de l'imprimerie. Les informations circulent partout et plus vite. Saint Thomas d'Aquin dit que toute créature rationnelle est ordonnée vers Dieu, comme à sa fin ultime, sera remise en question. C'est également le début d'un nouveau courant humaniste et l'italien Pic de la Mirandole déclare « L'homme est l'artisan de sa propre vie », un grand contraste avec le Moyen-Âge. Pendant cette période, la culture ésotérique, les superstitions sont encore bien présentes. On a peur du jugement dernier ou des orages par exemple, mais on remet en question ce que dit l'Église. Avec la Renaissance, une plus grande tolérance religieuse voit le jour. Le deuxième schisme de 1378 voit la papauté partir à Avignon jusqu'en 1418, avec 2 papes rivaux et même un troisième à Pise pendant cette courte période. L'Occident se divise. Les suites de la guerre de 100 ans et Urbain VI se reconnaît légitime à Rome et Clément VII à Avignon est déclaré antipape. Dans ce contexte, plusieurs réformateurs voient le jour, tels que Erasme en Suisse, Jean Calvin en France, Henri VIII en Angleterre, Martin Luther en Allemagne. Martin Luther édite ses 95 thèses en 1517, la veille de la Toussaint. L'imprimerie lui permettra de diffuser ses idées à grande échelle. Ce sera pour lui le moyen de dénoncer les ventes d'indulgences par l'Église catholique autorisées par le pape Léon X. Une véritable révolution est en marche qui donnera naissance au protestantisme. Les guerres de religion entre protestants et catholiques en Europe s'étendent du XVIe au XVIIIe siècle. En France, elle débute en 1562, jusqu'à la signature de l'édit de Nantes en 1598. À la même période culminent les persécutions des sorcières. Elles sont les boucs émissaires par excellence. Les condamnations des personnes accusées de pratiquer la sorcellerie sont systématiques. Une nouvelle formule de guerre débute avec l'artillerie. Avec Louis XIV, c'est le début de la monarchie absolue. Ce mode de gouvernance va se diffuser dans toute l'Europe. L'époque moderne se termine en 1789, au moment de la Révolution. Mais dis-nous, Mimi, quel est le roi qui règne en maître sur l'époque de la Renaissance? C'est François Ier, n'est-ce pas? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables vacances. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, nous allons parler de François d'Angoulême. Il voit le jour le 12 septembre 1494 à Cognac.
C'est pour cela que nous allons parler de lui aujourd'hui, car il est né en septembre. Il est le fils de Charles de Valois-Orléans, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie. Au dire de ses contemporains, le jeune François est très grand, il mesure presque 2 mètres. Il est bien fait de sa personne, comme disait-on autrefois des personnes séduisantes. Il est aussi sportif, participe à des tournois, aime la chasse. Il a une grande bravoure et une intelligence rapide et curieuse de tout. Il est aussi amateur de chevalerie. Grâce à son précepteur, le sire Boisy, B-O-I-S-Y, il apprend à s'intéresser et à aimer les lettres. L'humanisme, c'est ce courant où l'homme devient le centre du monde, pour faire court. Les humanistes de son temps sont par exemple Erasme, Pic de la Mirandole, Rabelais. Il apprécie le luxe, la fête et rêve d'Italie comme tous ses prédécesseurs et ancêtres. Il se marie le 18 mai 1514 avec Claude de France, la fille de Charles XII et d'Anne de Bretagne, à Saint-Germain-en-Laye. Le Louis XII décède 1 an plus tard et le 1er janvier 1515, François d'Angoulême est proclamé roi de France et il est sacré à Reims le 15 février de cette même année. Il est le premier roi de France à porter le prénom de François, le même nom que son peuple. François est roi au début d'un nouvel ère que l'on nomme la Renaissance. Quand il devient roi, il est déjà un jeune homme de 21 ans, donc il peut gouverner en son propre nom. Avec lui, on passe d'un régime semi-féodal à une monarchie moderne. François a pour devise « Nutrisco et extingo » « Je nourris et j'éteins » et son emblème, la salamandre. La salamandre est réputée pour survivre dans les flammes, elle aurait même le pouvoir de l'éteindre. Avec son épouse Claude de France, François a 7 enfants. Louise de France, née en 1515, Charlotte de France, née en 1516, mais décède à l'âge de 7 ans. François de France est duc de Bretagne, né en 1518, mais décède en 1536. Henri II est né en 1519, héritier du trône après la mort de son frère aîné. Madeleine de France, née en 1520, épouse le roi Charles V d'Écosse et devient reine d'Écosse. Charles de France est comte d'Angoulême, né en 1522. Marguerite de France, née en 1523. Il a également un enfant naturel qu'il reconnaît, Nicolas de Valois-Estouteville, seigneur de Villecouvin ou Villeconin, né en 1545. Il l'aurait eu avec Louise Mistresson, M-I-S-T-R-E-2-S-O-N, de la Rieux, avec une grande probabilité qu'elle soit issue de la famille d'Estouteville. Il cherche à agrandir son royaume, son rêve d'Italie lui revient, cette Italie où les villes sont de toute beauté, avec des palais, des jardins, sans parler de l'effervescence qu'il y a entre les peintres, les sculpteurs, sa culture, bref, tout lui donne envie et le fascine. Il ne l'oublie pas. 1 an après son mariage, son épouse Claude lui donne la Bretagne. Nous sommes en 1515. Le début de son règne commence par une grande victoire en septembre 1515 à Marignane contre les Suisses. Grâce à cette victoire, les Français sont à nouveau maîtres d'une partie de l'Italie et plus précisément Milan, Parme, Plaisance. Même Charles Quint, avec qui il est en conflit, mais alors régulièrement, reconnaît la domination française en 1516.
le pape Léon X signe avec François le Concordat de Bologne. En automne 1516, Léonard de Vinci arrive en France grâce à François Ier. Dans ses bagages, il amène la Joconde. François est aussi un homme à femme. Il va s'arranger pour construire, rénover un château à proximité de là où vit ses conquêtes. Il a par exemple comme maîtresse la comtesse de Chateaubriand ou la duchesse d'Estampes. Plus aucun roi ne voulait de châteaux médiévaux. François ne fait pas exception. Il s'inscrit dans la lignée des rois bâtisseurs. Il va réaménager plusieurs châteaux médiévaux et poursuit les travaux de ses prédécesseurs, tels que le château d'Amboise, de Blois, de Fontainebleau. Léonard dessine le château idéal pour son royal mécène et c'est Pierre Lescot, Lescot, qui construit au Louvre une façade italienne. En 1517, il fonde le port du Havre. En 1530, François fonde le Collège de France. Une véritable révolution culturelle transforme la France, mais toute l'Europe à cette période. Et François, lui, introduit la Renaissance italienne en France. En 1535, Jacques Cartier, un explorateur, arrive aux Bouches du Saint-Laurent. François décède au château de Rambouillet le 31 mars 1547 à l'âge de 53 ans. Avant de mourir, il conseille à son successeur Henri II de baisser les impôts. Pour moi, François Ier fait partie des grands rois, un des plus importants de l'histoire de France. Grâce à lui, la Renaissance est en pleine explosion. En résumé, on peut dire que François favorise les sciences, les arts, il fonde le Collège de France, il rend l'obligatoire le français dans les actes administratifs, il modernise les vieux châteaux médiévaux, il fait construire le port du Havre. Explorateurs, savants, artistes sont bien présents pendant son règne. Il est le protecteur de Rabelais. Par contre, il est hanté par son rêve d'Italie. Il n'est pas bon comptable, il a accablé son peuple par l'impôt. Pour moi, il y a un avant et un après François Ier et la France en a été changée. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur ce grand roi, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous invite à faire vos propres recherches le concernant, si vous voulez le découvrir, le redécouvrir, voir les choses qu'il a pu faire pendant son règne. Évidemment, il y a eu énormément de conflits, de guerres, mais ce serait trop long pour tout vous raconter. Les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans différents livres. Alors pour commencer, il y a l'histoire de France pour ceux qui l'ont oublié aux éditions Larousse, dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France de Thomas Decker, D-E-C-K-E-R, dictionnaire encyclopédique de l'histoire du monde de Michel Moore, M-O-U-2-R-E, François Ier et la Renaissance de Gonzague de Saint-Brice. Et j'étais également visiter 2 sites internet, alors Wikipédia sur François Ier et Wikipédia sur Nicolas d'Estouteville. Je vous souhaite un agréable dimanche, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
La suite de la chronique de notre merveilleuse Mimi Mireille autour du retour vers le passé. Et ma partie à moi va vous permettre d'élaborer un peu plus d'éléments en détail concernant François Ier et notamment la salamandre. Vous savez que la salamandre, c'est effectivement l'emblème par excellence de François Ier. Elle nous en a parlé, Mimi, dans sa rubrique Retour vers le passé. Et comme on a un petit peu de temps ce matin, j'avais envie d'ouvrir les portes autour de la salamandre. Alors, qu'est-ce qu'est la salamandre? Pourquoi est-elle associée à François Ier? Pourquoi avoir comme devise, comme emblème, cette créature magnifique qui est associée à l'élément feu? Où est-ce qu'on retrouve cette créature? Dans quel livre hyper connu dans le milieu ésotérique on retrouve ce livre? Déjà, il y a Papus, mais il n'y a pas que lui qui parle de la salamandre. En fait, à chaque fois qu'on parle d'un esprit élémentaire ou élémental, on pense à l'élément feu, l'élément eau, élémentaire, élément air. Donc, ce qui signifie que la salamandre est reliée à l'élément feu. Donc, le feu par excellence. La salamandre était déjà associée à cet élément-là, car on croyait qu'elle survivait aux flammes. Ah, comme les dragons, c'est marrant. Sans doute parce qu'en fin de compte, les vraies salamandres se réfugiaient dans des troncs très humides et ressortaient ensuite quand on les jetait au feu, donnant ainsi l'impression qu'elles renaissaient dans le brasier. Et oui, et dans les traditions alchimiques et hermétiques, la salamandre est reliée à l'esprit élémentaire du feu, au même titre que les ondines pour l'eau, les sylphes pour l'air et les gnomes pour la terre. D'ailleurs, pour celles et ceux qui écouteront Antasia Matin à partir du 15 septembre, donc du lundi 15 septembre au vendredi 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, vendredi 19, vous voyez, je suis pas douée. On parlera du gnome. Vous verrez, parce que le gnome, c'est quand même la créature du mois de septembre associée à l'élément terre. Mais revenons à nos moutons, puisque nous parlons bien évidemment de la salamandre. Donc, elle incarne la force purificatrice et transformatrice du feu. Et symboliquement et magicalement parlant, elle est reliée à la purification, donc le feu qui consume les impuretés pour ne garder que l'essentiel. Vous voyez, il y a un symbole alchimique là. Elle est associée à la résistance et à l'endurance. Elle est là pour faire survivre aux épreuves, pour faire relier la transcendance, traverser le feu de la vie. Donc vous pouvez effectivement associer la salamandre dans vos travaux ritueliques pour effectivement traverser le feu qui vous tenaille dans votre vie, à survivre aux épreuves. Elle est également reliée symboliquement à la transformation spirituelle, comme le feu alchimique qui transforme le métal en or. Elle renvoie effectivement au symbolisme de l'élévation de l'âme. Elle a également une lumière intérieure qui nous permet effectivement d'entretenir une flamme sacrée au plus profond de nous, afin de maintenir le feu de la connaissance et de la volonté. Donc cette créature est juste des plus belles qui soient. Au niveau rituel, tout ce qui est relié au feu, les travaux reliés aux transformations intérieures, à la magie protectrice également, à la chimie, si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc, vous pouvez faire des purifications reliées à la bougie, au feu sacré, faire des flambées dans un cercle magique, par exemple. La salamandre est vue, en fin de compte, comme l'esprit qui veille sur l'élément feu. Donc, si vous aimez l'élément feu, vous pouvez vous connecter à la salamandre également. Pour les travaux de transformation, vous pouvez faire des méditations, des visualisations pour pouvoir effectivement vous régénérer derrière et en fin de compte enlever ou détacher des énergies négatives. Donc encore une fois, c'est une visualisation, une méditation transformatrice si vous avez plutôt des travaux ritueliques en ce sens-là. Niveau magie protectrice, vous pouvez placer par exemple le symbole de la salamandre ou de l'élément feu près d'un poêle, d'une cheminée, sur votre travail, votre hôtel de travail, comme étant la gardienne protectrice également de votre occultum ou de votre maison. Et sinon, concernant l'alchimie, dans les écrits hermétiques, la salamandre est parfois aussi méditée comme étant un guide qui permet de transmuter de l'intérieur. Donc ça aussi, ça peut être des éléments clés de recherche dans vos propres travaux personnels. Alors bien évidemment, tout ce qui est relié à François Ier, c'est son emblème. Chaque roi de France adoptait une devise ou un symbole qui était personnel. Et pour celui de François Ier, en latin, vous aviez la salamandre avec une inscription en latin qui disait Nutrisco et je vais y arriver. Extingo. Nutrisco et extingo. Super, je suis arrivée. Donc ça signifie je nourris et j'éteins.
Donc, bien évidemment, il y a toute une devise, une emblème, une origine orientée autour de la salamandre et forcément du royaume de France à cette époque-là. Donc, François Ier choisit la salamandre parce que c'est un animal, une créature mythique qu'on croyait capable de vivre dans le feu sans être détruit et même voire d'éteindre les flammes. Elle avait les capacités à l'époque de ça. On la trouve dans plein de châteaux, notamment à Chambord, à Blois, à Fontainebleau, avec des cheminées qui sont même sculptées avec de la salamandre dessus, qui étaient peintes sur les plafonds, qui étaient gravées sur la pierre également. Et donc, au niveau de l'interprétation, la salamandre entretient le bon feu, celui de la foi, de la vertu, de la connaissance et de l'amour. Et elle éteint le mauvais feu qui est le feu destructeur, qui est symbolisme aussi du vice ou même de l'hérésie. Symboliquement, autour de François Ier, on peut dire que la salamandre dit que force et résistance pour François Ier, qui se veut comme la salamandre, être capable de résister aux épreuves et notamment à ses défaites et à ses captivités. C'est également symboliquement la protection royale. C'est une créature qui n'est pas simple à faire en ornement, donc il faut toute une méthodologie très spécifique, il faut un art limite ancestral pour pouvoir créer, sculpter la salamandre dans tous les endroits que le roi souhaitait. Donc il fallait avoir certains coups de ciseaux comme on dit spécifiques pour pouvoir effectivement créer cette magnifique créature en ornement dans toutes les pièces, sur les cheminées, sur les murs, enfin bref, un peu partout. Et il rappelle aussi que le roi est celui qui entretient la flamme aussi du royaume et qui protège son peuple. Et le lien donc qu'il y a entre la salamandre et la Renaissance, la salamandre étant une créature mystérieuse, elle reflète également la fascination de l'époque reliée aux symboles, à l'alchimie, aux bestiaires fantastiques. C'est un petit peu à partir de ce moment-là où tout ça se développe. Mimi l'a dit dans sa chronique, c'est l'époque également de la Renaissance où justement l'imprimerie se met en place, la création de l'imprimerie, donc la création de l'édition des livres. Et donc là, il y a plein de méthodologies, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à lire. Et donc forcément, il y a des grimoires qui se créent, il y a plein de choses qui se créent dans ces siècles-là, dans ces époques-là. Au château de Chambord, la salamandre est omniprésente. Donc si jamais vous voulez vraiment retrouver la salamandre telle qu'elle était perçue à l'époque de François Ier, visitez le château de Chambord. Voilà, c'est vraiment un des lieux phares, bien sûr, de François Ier, mais surtout, c'est le lieu où la salamandre règne en maître, puisqu'elle est vraiment présente, omniprésente là-bas. Elle est sculptée sur des dizaines de fois sur les murs, les cheminées, de partout. Voilà, donc allez voir ça, et si ça vous plaît pour le mois de septembre, parce que pourquoi le mois de septembre pour François Ier, ce que vous avez entendu, bien sûr, il est né au mois de septembre, donc je me suis dit on va commencer la saison en parlant de François Ier au mois de septembre, et donc ça peut être aussi un cheminement. Vous verrez, tout au long de cette saison, chaque mois, il va y avoir une personnalité célèbre que Mimi va mettre en avant, et si effectivement vous voulez partir pendant cette saison, chaque mois à la découverte du personnage, vous baladez dans les coins qu'il a peut-être fréquentés, ça peut être aussi un cheminement différemment, vu différemment, sous le prisme de l'histoire de France notamment, mais vous verrez, il n'y aura pas que l'histoire de France, on va partir un petit peu partout en Europe, mais voilà, ça peut être un beau cheminement à mettre en place pour cette nouvelle saison en tant qu'enchanteur, si effectivement vous aimez l'histoire et que vous aimez visiter des lieux magnifiques comme le château de Chambord, ou même le château de Blois ou de Fontainebleau, vous verrez, et partez à la recherche de la salamandre, ça peut être que merveilleux. Donc voilà, je vous fais un petit topo sur la salamandre. Il y aura encore tellement d'autres choses à dire, mais pour vous dire que, comme disait Mimi, effectivement, François Ier a été roi de France entre 1515 et 1547, je crois, si je dis pas de bêtises, et il est né, il est né en septembre, ce petit roi, non, ce grand roi, pardon. Donc voilà. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Et oui, mes très chers enchanteurs, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient en live, il est 11h21. Donc voilà, parce que bien évidemment aussi la chronique de notre merveilleuse Marie-Roux n'est pas possible ce dimanche matin. Donc j'ai souhaité ouvrir les portes un petit peu plus larges autour de l'histoire, de l'époque de la Renaissance et mettre aussi en lumière les chroniques de Mimi Mireille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vois que l'audimat a augmenté au moment de l'arrivée de l'histoire. Donc je pense que c'est un sujet qui vous porte au cœur. Comme j'expliquais aussi sur le chat, cette période-là est une période hyper importante, notamment dans notre univers et The Witch. Vous savez qu'à la Renaissance, il s'est passé des choses graves autour des sorcières notamment. Donc je pense à mon sens que c'est quand même la période que l'on doit un peu plus développer dans nos recherches, dans nos connaissances, pour pouvoir un peu se connecter à l'ambiance environnante de l'époque et comprendre toute l'influence que l'on a aujourd'hui autour de notre cheminement et notre pratique The Witch. Voilà mes très chers enchanteurs. Donc là maintenant, on va passer en mode witchy, avec une musique magnifique donc de Philippe Lakovic. Et d'ici quelques minutes, nous entrerons autour de la chronique d'Alexandra Gallo, les mystères non, c'est pas les mystères d'Avalon, je vous dis des bêtises, la magie d'Avalon. Je pense aux mystères d'Avalon parce que très prochainement avec Alexandra, on va faire une émission autour des mystères d'Avalon. Bref, les brumes d'Avalon. Et donc j'ai ça en mémoire. Allez, c'est parti. Donc petite pause musicale avec Heart of a Lion, donc de Philippe Lakovic. On va remonter en puissance là, et après coup on aura Alexandra en direct. Continuez à ouvrir la newsletter, si vous n'avez encore pas ouvert la newsletter que je vous ai envoyé vendredi, vous pouvez encore être tiré au sort ce matin. En fin d'émission, il y aura le tirage au sort, il y aura le nom de la gagnante ou du gagnant du petit jeu concours. Donc n'oubliez pas mes très chers enchanteurs. À tout à l'heure après cette petite pause musicale. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, donc c'était Philippe Lakovic avec son morceau Heart of Lion. Ah là là. Nous sommes de retour en live, il est 11h26. Donc avant de faire venir Alexandra et sa chronique de la magie d'Avalon, saison 2 pour Alexandra, je voulais aussi vous parler de l'émission d'hier soir, première émission donc de la saison 3. Et vous savez donc, un mois sur deux, nous parlerons donc de l'émission autour de Psyché Occulte. Donc si vous avez raté l'émission d'hier soir, elle sera en rediffusion vendredi prochain. Et oui, entre 21h et 23h. Et donc nous avions comme invité Elisabeth Horowitz, mes très chers enchanteurs. Et oui, et pas des moindres. Nous avons parlé de transgénéalogie, de psychogénéalogie. Et il y a certains auditeurs qui sont partis à la fin, ce qui est normal, on a dit au revoir. Et il y a eu un petit bonus parce que je suis restée à l'antenne pendant une quinzaine de minutes en plus. Donc vous n'aurez pas cette partie-là en rediffusion. Mais par contre, vous aurez l'intégrale sur le OneDrive si vous mettez un petit don sur notre compte Tipeee, mes très chers enchanteurs. Allez, il est 11h27 et c'est parti pour la magie d'Avalon. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et enchantresses de Radio Antasia, je suis trop contente d'être là. Écoute, c'est réciproque, ça y est, premier dimanche du mois, tu envoies du bouillon, saison 2 pour ta chronique autour de la magie d'Avalon, ça va swinguer, parce que j'ai vu ton plan, ça va swinguer. Ah, puis la musique d'entrée que tu viens de me nommer, ça met l'ambiance. Ah oui, c'est un petit peu ça. Je suis en train de changer un petit peu le fonctionnement pour qu'on puisse entrer vraiment dans l'ambiance et l'univers de chaque chroniqueur. Donc je cherche dans mes petites tablettes les petits morceaux qui peuvent être sympas à mettre en avant. Donc je suis contente que ça te plaise. Oui, trop bien. Alors ce matin, donc, premier épisode de cette deuxième saison, tu vas ouvrir les portes autour des 9 Morgans, qui sont les gardiennes d'Avalon. Et donc ce matin, tu vas ouvrir les portes de la première Morgans. Alors non, ce matin, nous n'ouvrirons pas les portes de la première Morgans. Et non, puisque bien évidemment, comme tu viens de le dire, il y en a 9. Ah bah oui. Et nous avons 10 mois pour notre saison. Et tu sais que... Donc, ce premier épisode sera plus une introduction un petit peu pour tous les auditeurs qui, donc, soit ceux qui ont déjà vu la saison 1, donc qui auront un petit peu, un petit refresh. Et puis ceux donc qui viennent simplement d'arriver dans la saison 2, ça leur permet d'avoir un petit peu le contexte et bien évidemment de les inviter à écouter la saison 1 pour avoir tous les détails. Donc ce matin, plus introductif. D'accord. Voyez comme quoi je suis à l'ouest, les amis. Pourtant, j'ai le plan devant moi. Mais non, que veux-tu que je te dise ? Je suis à l'ouest.
Donc, ça va être présentation, c'est quoi Avalon, c'est quoi les Morgans. Bah oui, en plus, je le vois, c'est écrit. Donc, ça va être top. Donc, c'est parti, ma très chère Alexandra. Et bien donc du coup, bienvenue à tous pour cette chronique. Donc effectivement, juste pour bref petite présentation, donc Alexandra Gallo, docteur en neurosciences et prêtresse d'Avalon, et comme j'aime le dire, celle qui fait le pont entre la magie et la science. Donc justement, Avalon, c'est quoi? C'est pas forcément quelque chose qui est très connu dans notre culture française, puisque c'est une histoire qui est plus reliée à la culture anglophone. Donc voilà, comme je disais, voir la saison 1 pour encore plus d'infos. Mais là, je voulais juste vous faire un bref petit résumé sur Avalon. Donc effectivement, Avalon, île mystique de la légende arthurienne, donc la légende du roi Arthur et donc de la Dame du Lac. Cette légende, donc là, moi, je présente beaucoup Avalon sous l'angle celtique, donc puisqu'on connaît aussi beaucoup Avalon en lien avec la tradition plus catholique chrétienne, donc avec le Saint Graal, avec Marie-Madeleine, etc. Moi, je présente plus le côté païen, le côté celtique. Et donc, Avalon, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était une île, comme j'ai dit, qui était le sanctuaire du féminin sacré, donc gardé par des prêtresses et qui se trouvait être aussi le cœur de la magie du monde celtique. Donc, c'était un lieu de guérison, un lieu de repos, un lieu d'apprentissage. Et c'est dans ce lieu-là, en fait, qu'on venait véritablement soit recevoir donc diverses guérisons, soit pouvoir justement apprendre dans les différents domaines de magie. Donc je voulais juste aussi rappeler un petit peu, puisque donc dans cette chronique-là, un petit peu comme la première saison, dans la première saison, je vous avais partagé mon chemin initiatique personnel pour arriver à pouvoir me dédier à être une prêtresse d'Avalon. Je tiens toujours à rappeler que c'est pas un titre honorifique, ou quoi que ce soit, c'est simplement un choix de vie, de se dédier à quelque chose, se dédier à une cause. Donc c'est pas du tout, je ne suis absolument pas supérieure à qui que ce soit avec ce titre-là. Mais je voulais donc justement, pour cette saison, vous partager un cheminement initiatique, cette fois-ci, que vous allez pouvoir faire par vous-même, donc grâce aux 9 Morgans. Donc, on va un petit peu détailler un peu plus loin. Mais tout d'abord, pourquoi un chemin initiatique et pourquoi Avalon pourrait servir de chemin initiatique. Eh bien, je voulais juste vous rappeler la petite métaphore, en fait, en lien avec Avalon. Donc, Avalon, comme je vous l'ai dit, c'est une île et c'est une île qui est cachée dans la brume. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les hommes, les femmes arrivent, en fait, proches du lac, ce lac recouvert de brume, donc reçoivent un petit peu cet appel pour trouver leur réponse, pour trouver leur guérison. Et le lac représente quoi? Le lac représente en fait toutes nos émotions cachées, celles qu'on ne peut pas forcément confronter. La brume va symboliser en fait tous les schémas, les traumas, les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui nous empêchent de voir véritablement la personne que l'on est. Une prêtresse vient nous accueillir au bord du lac, vient nous faire traverser le lac avec la barque, ouvre cette fameuse brume, donc nous aide à voir un peu plus clair dans tous ces schémas et croyances limitantes pour enfin dévoiler l'île d'Avalon. Et donc là, l'île d'Avalon va symboliser au final notre moi, notre essence, en fait, notre moi originel, ce qu'on appelle souvent le reflet de notre propre grandeur. Et on va aller sur cette île justement pour se reconnecter à soi-même, pour recevoir les apprentissages nécessaires ou développer des apprentissages selon nos différents talents, pour enfin, du coup, revenir dans le monde réel, donc repasser les brumes cette fois-ci dans l'autre sens, donc cette fois-ci nos croyances par rapport au monde extérieur, donc comment je vais être jugée parfois, etc. Et enfin, donc, pour pouvoir partager dans notre monde réel tous les apprentissages et les guérisons que nous avons pu recevoir. Donc voilà un petit peu pour la remise en place un petit peu d'Avalon et l'invitation que je vais vous proposer cette saison de chemin initiatique pour vous faire traverser ça tous les mois. Alors, j'ai une petite question, peut-être médico-pratique, va-t-on dire. On peut être débutant en n'importe quel... on découvre l'univers EzoWitch et commencer quand même une initiation sur Avalon, ou alors est-ce que tu suggères quand même avoir d'autres petites initiations, recherches, découvertes, avant de commencer ce cheminement? Alors non, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des connaissances, des prérequis, j'ai envie de dire.
Parce que c'est vraiment, pour moi, en fait, ça a toujours été, que ça pour n'importe quel domaine de magie, en fait, ou n'importe quelle spiritualité, c'est un élan du cœur, en fait. Tiens, je suis attirée par ce domaine-là ou par cette tradition-là. Donc, si vous avez un attrait pour les traditions celtiques, s'il y a un appel, donc le fameux appel justement d'Avalon, eh bien oui, on peut complètement justement s'initier à ça. Et chaque mois, en fait, quand on travaillera avec les différentes Morganes, il y aura plein de justement de conseils, trucs et astuces pour pouvoir travailler avec elles. Donc même les plus novices pourront tout à fait justement suivre ce cheminement-là. C'est cool. Donc concrètement, parlons un peu oui. Comment ? Non, j'allais dire donc concrètement, j'attendais la suite. Donc concrètement, voilà, que sont les 9 Morganes ? Donc comme tu l'as très justement dit en intro, ce sont les 9 gardiennes d'Avalon. Donc en fait, suivant les différentes histoires sur Avalon, on a plusieurs récits qui parlent de 9 femmes. Alors parfois c'était 9 sœurs, parfois c'était 9 femmes de différents âges, donc allant de 10 à 90 ans. Parfois ce sont des fées ou des déesses, etc. Donc il y a plein de versions différentes. Parfois même, on parle des facettes de la déesse Morgane, c'est-à-dire que la déesse Morgane, dans la tradition celtique, est ce qu'on appelle une déesse métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut prendre différentes apparences, différents visages. Et donc, du coup, on considérait que peut-être c'était toujours la même personne, simplement qui nous apparaissait avec des visages différents. En fait, peu importe les différentes versions, ce qui est à retenir, c'est que ce sont les 9 gardiennes d'Avalon, donc 9 femmes qui sont là, en fait, pour protéger l'île d'Avalon et surtout pour être des représentantes de certains domaines de magie. Donc, elles viennent nous guider, en fait, sur à la fois nos chemins de vie, sur éventuellement notre volonté de vouloir développer ces talents de magie spécifique, que ce soit la magie verte, que ce soit la magie avec les défunts, la magie avec les fées, etc., etc. Mais donc l'idée en fait c'est justement à la fois d'avoir donc ces 9 femmes un petit peu donc des initiatrices en fait sur notre chemin pour avoir donc différents apprentissages et connaissances, mais également au-delà des différents domaines de magie qu'elles peuvent représenter, c'est aussi justement un petit peu des archétypes en fait qui vont nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc arriver à voir derrière nos masques, arriver à communiquer avec nos ancêtres, arriver donc à refaire un petit peu le lien avec notre passé. Arriver justement à reconnecter avec son enfant intérieur, etc. Donc des choses qui sont des archétypales, on va dire, qui sont importantes en fait sur notre chemin de vie, sur notre chemin de réalisation de nous-mêmes, de connaissance de nous-mêmes. Donc c'est un petit peu voilà des guides sur la route qui nous donnent un petit peu une facilité parce que on a une représentation relativement humaine en fait pour nous guider dans ça. Donc, ça va nous aider à retrouver encore une fois cette même capacité, ces mêmes talents à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment un effet miroir en fait qu'on va expérimenter avec ces Morganes. Et donc, à chaque étape, on en rencontre une. Et à chaque étape, il y a, on va dire, un univers qui lui est proche en fait, et qui nous ouvre les portes autour de son ambiance. Exactement. C'est-à-dire que dans la tradition, en fait, donc moi j'aime bien en fait cette vision des 9 Morganes qui ont des âges différents, donc qui reproduisent un petit peu les âges de vie d'une femme, d'un homme, bien évidemment. Encore une fois, c'est pas du tout genré de travailler avec les Morganes. Et donc du coup, ce sont effectivement des représentations de nous-mêmes, un petit peu comme quelqu'un qui aurait masterisé en fait de ce domaine-là de sa vie, donc cet âge de vie, ces domaines de magie ou ces différentes compétences. Et elles sont également reliées au cycle de la roue de l'année. Donc en fait, chaque mois, chaque Morgane va être en adéquation avec la saison, en adéquation avec les énergies du mois, les challenges du mois, etc. Et parfois même avec les fêtes celtiques, puisque sur les 8 de la roue de l'année, donc on va retrouver ces 8 Morganes qui vont représenter ces 8 moments en fait de l'année, la 9e étant celle qu'on appelle la métamorphe, c'est-à-dire celle qui est capable donc d'adopter les différentes formes, puisque en fait sur ces 9 Morganes, la 9e donc Morgane, justement Morgane la fée,
et entre guillemets un petit peu la haute Morgaine ou la chef des Morgaines entre guillemets. Enfin, c'est celle justement qui rassemble en fait absolument toutes les Morgans. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir ces moments, voilà, au niveau du mois, au niveau des fêtes de l'année, de se relier à cette tradition d'Avalon via ces Morgans qui vont donc nous aider à la fois sur notre chemin de l'année, à la fois aussi à développer nos talents en magie, si on veut approfondir certains domaines de magie, et également justement pouvoir nous accompagner, nous soutenir dans les différents challenges qu'on peut avoir dans l'année ou dans notre vie. Waouh! Donc ça promet du bouillon pour la saison, moi je vous le dis. Hein. J'ai vu effectivement les 9 Morgans, leur nom, ça donne envie. Donc en octobre, c'est la métamorphe. Oui. En novembre, c'est la Morgane sage. En décembre, c'est la Morgane médium. En janvier, c'est la Morgane guérisseuse. En février, c'est la Morgane fée. Alors moi, j'ai hâte aussi. En mars, mes très chers enchanteurs, c'est la Morgane guerrière. En avril, donc, c'est la Morgane amante. En mai, c'est la Morgane mère. Et enfin, en juin, c'est la Morgane souveraine. Est-ce que tu as aussi mis en avant de cette manière-là, parce que c'est la saison de la radio qui fait ça, ou vraiment on s'y connecte comme ça aussi dans l'initiation traditionnelle ? Alors, dans l'initiation traditionnelle, effectivement, on suit beaucoup plus les 8 fêtes de la roue de l'année. Donc là, effectivement, on manque Lughnasadh, en fait, puisque c'est au mois d'août. Donc, traditionnellement, voilà, on devrait un petit peu elles seraient plus étalées, en fait, que sur ces 9 mois, voilà, qui, effectivement, viennent en lien avec la période plus scolaire, j'ai envie de dire. En fait, je te pose aussi cette question parce que c'est vrai que je trouvais que le symbolisme du chiffre 9, c'est comme quand on tombe enceinte, on arrive à maturation au bout de 9 mois, quand on attend un enfant. Je me disais peut-être qu'il y avait un lien, une similitude autour de ça également, qui au bout de 9 mois, eh bien, on arrive à transcender le cheminement, quoi. Tout à fait. Effectivement, le nombre 9 se retrouve énormément dans beaucoup de traditions. Comme tu dis, il y a aussi ce côté dans notre vie humaine, les fameux 9 mois pour mettre au monde un être humain. Également, dans une certaine mesure, du 0 à 90 ans, c'est globalement en fait un temps de vie humaine, de nos jours en tout cas, qui est relativement atteignable. Donc effectivement, il y a vraiment toute cette symbolique par rapport au parallélisme qu'il y a en fait avec notre propre vie. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup en fait ramener toujours cette conscience-là à notre vie du quotidien, puisque ça peut être très facile de se perdre dans une spiritualité, une religion ou quoi que ce soit, où on va avoir ces éléments-là à l'extérieur de nous. Là, à chaque fois, c'est vraiment un rappel, comme tu viens de le mentionner, avec les 9 mois pour accoucher, avec le temps de la vie, etc. C'est vraiment un rappel que ce sont des choses qui sont en nous. C'est simplement, en fait, des guides, des tuteurs extérieurs qui nous permettent de mieux nous représenter les choses et de mieux les découvrir du coup en nous. Mais en fait, il y a vraiment ce parallélisme-là qui est fait. Et effectivement, le chiffre 9, encore une fois, même en numérologie, c'est un cycle complet avant d'en recommencer un autre. On retrouve aussi même ce chiffre 9 si on reste dans la tradition celte, plus spécifiquement la tradition druidique, donc avec l'Awen, donc les 3 gouttes de chaudron de Kiridwen, les 3 gouttes d'inspiration, qui du coup en fait sont divisables en 9, puisque les 3 gouttes représentent à la fois le moi envers moi-même, moi envers les autres et moi envers l'humanité, les 3 gouttes. Et ces 3 gouttes-là peuvent être découpées, je dirais, plan par plan à l'horizontale en fait, le passé, le présent et le futur. Donc on peut aussi voir ce chiffre 9 qui revient là. On le retrouve aussi dans la Kabbale. C'est vraiment des choses cycliques comme ça qui sont effectivement très intéressantes en fait de ce cheminement qu'on veut faire de soi à soi-même. Donc c'est vrai que moi c'est un chiffre que j'adore énormément, encore plus parce que c'est mon chiffre de chemin de vie. Donc quand on additionne sa date de naissance, moi je suis 9 dans le chemin de vie. Donc ça a encore plus
de messages pour moi également. Mais c'est vrai que voilà, c'est un cheminement par étapes qui donc se fait très bien sur cette année entre guillemets scolaire, d'octobre à juin, mais qui effectivement, si on veut être vraiment proche de la tradition, et bien du coup ça veut dire on prendrait simplement les 8 fêtes de l'année, de la roue de l'année, et la 9e Morgane serait, comme je dis, celle qui rassemble en fait toutes les autres Morganes, qui est celle qui a qui peut représenter justement celle qui a masterisé les 8 différents talents de ces 8 sœurs, et qui du coup est cette femme un peu plus métamorphe en fait, qui est capable de pouvoir adopter toutes les différents visages, les différents talents de ces autres sœurs Morgans, parce que elle les a masterisés au cours d'une vie. Donc on pourrait symboliser ça d'une femme qui a atteint 90 ans par exemple, une femme sage donc, qui du coup a traversé toutes les différentes étapes de sa vie et est capable en fait de pouvoir piocher dans les forces de toutes ces différentes étapes de vie pour pouvoir y accéder à un moment donné dans l'instant présent de sa vie. Waouh, c'est comme je vous disais la saison dernière, ça a l'air passionnant ce cheminement. Alors j'imagine aussi que vous utilisez les phases lunaires. Est-ce que c'est plus simple effectivement, par exemple, de s'y connecter au moment d'une pleine lune chaque mois, avoir un petit travail de connexion pour pouvoir valider le mois écoulé? Comment ça se passe précisément? Tu vas nous le faire, le topo chaque mois, c'est sûr, mais qu'on puisse un petit peu se rendre compte, un petit peu en avant, comment ces 10 mois vont s'écouler en ta compagnie. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de lien direct avec la phase lunaire pour travailler avec les Morgans. Maintenant, si vous aimez justement travailler avec la phase lunaire, et là encore une fois, on retrouve justement ce côté cyclique, donc c'est toujours aussi une très bonne chose de pouvoir faire ce qu'on appelle la magie sympathique, donc d'utiliser plusieurs choses dans un même objectif. Et alors moi, pour le coup, si vous voulez travailler avec le cycle lunaire, j'aurais plus une tendance à travailler justement de nouvelle lune à nouvelle lune, puisque justement la nouvelle lune, c'est le commencement en fait de quelque chose. Donc on commence notre découverte avec la Morgans. La pleine lune va être l'apogée de cette découverte, et de la pleine lune à la nouvelle lune, donc la phase décroissante, on va être plus dans les enseignements qui ont été intégrés, et donc de voir comment est-ce que je peux faire peut-être justement de la purification, des choses que je peux laisser aller, des choses que je peux transformer en fait. Donc quitte à vouloir travailler avec le cycle lunaire, effectivement je partirais plus avec cette idée de nouvelle lune. Alors effectivement ça va pas forcément être calé dans le sens que les nouvelles lunes sont pas toujours au premier du mois, mais ça peut être effectivement une manière de vouloir travailler avec elle, en effet. Oui, justement, quelque part, c'est peut-être même mieux qu'elle soit pas en début de mois. Comme ça, il y a ta chronique qui passe, tu nous présentes et nous exposes la manière de se connecter à elle. Et dans le mois en cours, la nouvelle lune s'opère et bim, tu vois. Je me dis, ça pourrait être un bon truc. Ah oui, complètement. De toute façon, moi, c'était vraiment des choses que... Parce que là, par exemple, si je regarde, la nouvelle lune en mois d'octobre est au 21. Donc effectivement, et la chronique sera le 5 octobre. Donc on est même un peu loin, tu vois, j'ai envie de dire. On est plus proche de la pleine lune en début de mois pour cette fin d'année que de la nouvelle lune. Mais ça peut être intéressant de garder en conscience ces différentes phases lunaires, de voir où on en est aussi avec ce cycle-là. Maintenant, après, au-delà des phases lunaires, bien évidemment, pour chaque mois, en fait, la manière dont les chroniques vont se passer, c'est que oui, je vous présenterai chaque Morgane, je présenterai différents symbolismes en lien avec cette Morgane, et donc éventuellement aussi la fête, le sabbat associé à cette Morgane. Les domaines de magie, le domaine de magie généralement dont elle est représentée. Et également, je vous partagerai plein de petits conseils de comment travailler avec elle. Donc, ça pourra aller de certains petits rituels conseillés, des méditations, des petits questionnements et réflexions. Encore une fois, on reste dans cette idée chemin initiatique, donc travail sur soi. Donc, effectivement, le fait d'avoir ces temps de réflexion. Donc, ça peut être bien, pour ceux et celles qui veulent faire ce cheminement-là, d'avoir un petit cahier ou un fichier sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, dépendamment comment
comment vous aimez travailler, pour pouvoir prendre des notes au cours du mois, pour pouvoir voir comment, tiens, Alexandra m'a posé telle ou telle question avec cette Morgane, qu'est-ce que ça évoque pour moi, ou tiens, j'ai fait telle méditation conseillée, tiens, voilà ce qui s'est passé pour moi, ou j'ai fait le rituel et voilà ce que ça m'a fait prendre conscience, voilà ce que ça m'a donné comme ressenti, etc., etc. Donc ça peut être bien, si vous voulez vraiment faire à fond, j'ai envie de dire, ce cheminement initiatique, ça peut être intéressant, d'avoir un petit cahier grimoire avec vous. D'ailleurs, en parlant justement de chemin initiatique, tu proposes une formation actuellement qui est ouverte. Tu veux qu'on en parle un petit peu, avant que tu n'aies pas fini ta chronique? Là, j'avais fait le tour, effectivement, de la présentation, du petit teasing final pour le mois prochain. Et ce qui permettra, à ceux qui nous rejoignent de pouvoir aller écouter sur la chaîne de Radio Antasia ou même sur ma chaîne YouTube d'Alexandra Gallo. Vous pourrez retrouver toute la saison 1 pour pouvoir vous remettre dans le bain. Et donc oui, tout à fait, tu as raison. Là, c'est la dernière semaine pour ceux et celles qui veulent s'y inscrire d'une formation en ligne qui s'appelle donc Magie Verte devient une sorcière moderne. Donc là, effectivement, moi, c'est un des arts de magie que j'ai développé, la magie verte, justement. Donc, je travaille avec les plantes et les huiles essentielles, et notamment aussi les petites fabrications et concoctions. Donc, c'est une formation de 12 modules en ligne, mais avec justement des suivis à la fois individuels et des suivis de groupe mensuels. Et bien évidemment aussi, parce que ça, j'y tenais beaucoup, c'est des petits quiz et des petits comptes rendus d'expérimentation pour vraiment accompagner votre cheminement pour apprendre en fait le travail avec les plantes et les huiles essentielles avec une vision justement qui se veut à la fois scientifique, médicinale, mais dans laquelle justement je prends beaucoup de temps pour vous expliquer la vision beaucoup plus empirique de l'herboristerie et de l'aromathérapie en lien avec les éléments justement. Donc arriver à reconnaître les éléments prédominants dans une plante, dans une huile essentielle, comprendre aussi les maladies via ce filtre des éléments, donc comprendre qu'est-ce qui est déséquilibré dans notre corps. Et bien entendu, après, être capable de déceler ces constitutions de magie unique chez les personnes, chez vous-même. Le programme Découvre ta magie, d'ailleurs, est inclus dans cette formation également, puisque c'est essentiel d'avoir son petit mode d'emploi de soi-même et de ses prédominances élémentaires avant d'entamer cette formation-là. Donc, ceux et celles qui souhaitent s'y inscrire, je vais mettre le lien dans le chat et je le mettrai dans la description du replay. Alors moi de mon côté j'ai mis ton site officiel, donc pour les enchanteurs qui ne sont pas sur le chat, alexandragallo.com, tout attaché, Gallo avec 2 L, donc sur le site, espace formation, donc je suppose que c'est la formation qui devient une sorcière moderne, non ? C'est ça, exactement. Il y a un pop-up d'ailleurs en ce moment quand vous arrivez sur le site. Oui. Vous avez le bouton d'appel découvert, donc pour réserver un appel avec moi qui est entièrement gratuit et sans engagement pour pouvoir échanger ensemble. Il y a différentes formules de paiement. Donc l'idée c'est que les dates limites d'inscription sont au 15 septembre. Donc pour pouvoir former un groupe pour l'année 2025-2026. Donc du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, la formation dure combien de temps ? Alors, la formation, il n'y a pas vraiment entre guillemets, la durée idéale serait sur 1 an. Mais justement, connaissant les aléas comme on peut avoir dans la vie, la formation est ouverte jusqu'à 2 ans. Avec toujours les mêmes fonctionnalités, avec l'accès aux différentes visios de groupe, etc. Comme je le disais, il y a 12 modules, donc idéalement, on peut en faire un module par mois. Certains peuvent aller plus vite, certains peuvent aller plus lentement. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un temps un peu plus élargi de 2 ans pour pouvoir accéder et faire l'entièreté de cette formation-là. Sachant qu'à la fin, il y a un examen final aussi, donc c'est une formation qui est certifiante. Je suis organisme de formation, donc il y a ce certificat qui vous sera remis. Bien évidemment, en France, l'herboristerie étant ce qu'elle est, ce n'est pas effectivement un diplôme d'État, bien évidemment, c'est simplement une attestation comme quoi vous avez suivi cette formation avec moi. Moi, j'ai effectivement été formée en tant qu'herboriste au Canada, donc du coup, il y a une certaine assurance en fait de l'enseignement qui est donné, mais effectivement ce n'est pas un diplôme officiel, bien sûr.
D'accord. Alors, pour info, Alexandra, quand on va sur ton site officiel, je sais pas si tu as remarqué, en fait, c'est qu'on veut cliquer tout en bas dans l'espace formation académie, devient une sorcière moderne. Quand on clique sur l'image, on tombe sur une autre formation qui est Découvre ta magie. D'ailleurs, c'est la formation que j'ai suivie, qui est magnifique, au passage. D'ailleurs, si ça vous intéresse de suivre aussi cette formation, elle est superbe, je vous le dis. Je connais vraiment celle-ci, parce que j'ai participé à cette formation. Donc oui, effectivement, le lien, c'est marrant. J'ai dû, non, effectivement, dans les liens en bas, j'ai dû faire un petit bug. Oui, après, voilà, comme mais je c'est dis, pas il y grave. a un pop-up qui s'affiche. Dès l'instant que tu vas sur le site, tu as le pop-up de cette formation qui s'affiche. Donc, tu n'as même pas besoin de chercher dans l'espace formation. Mais du coup, oui, je vais aller C'est modifier bien ça de tester, ouais, tu vois, comme ça, on voit qu'on s'intéresse, tu vois. On clique sur les petits liens, c'est top. Mais bon, après, les enchanteurs découvrent ta magie, c'est aussi très, très, très bien. Je l'ai faite, je peux vous En dire. fait, comme je disais, elle est incluse dans cette formation-là. Mais effectivement, on peut la faire séparément. C'est un petit programme d'un mois, comme tu avais fait, qui permet d'avoir un programme individuel, pour le coup, qui permet d'avoir son mode d'emploi, donc son bilan de constitution, de manière plus classique, en lien avec les 4 éléments, et qui permet donc de tester un petit peu et d'explorer cette magie des éléments au cours d'un mois, avec mon suivi chaque semaine, et de faire un petit bilan ensemble à la fin de ce mois-ci, via aussi les conseils personnalisés que vous avez pu avoir selon votre état de santé ou état émotionnel et autres. Donc voilà, c'est aussi une option. Cette petite formation-là peut être faite aussi en ligne ou en présentiel, indépendamment si vous êtes proche du sud de la France. Oui, et puis alors au passage, on a des petits commentaires sur le chat. On a Vera, tu sais, qui a gagné justement ce magnifique cadeau. Elle dit, moi aussi, je l'ai suivie grâce à Alina et elle est top. Donc, moi, je suis contente, Vera. Alors, quel élément primaire tu es alors? R et O comme moi? Question du jour. Non, c'est vrai que je reste bloquée là-dessus parce que forcément ça a été un chamboulement dans mon initiation de faire cette formation. J'imagine que les autres sont super top aussi, mais bon, comme Abyss également, je manque énormément de temps pour pouvoir tout faire, surtout que là j'en parlerai tout à l'heure, mais je suis en train de suivre une formation énorme autour de Demoiselles étranges, donc on peut pas tout faire, hélas, mais de toute façon cette formation que tu vas proposer régulièrement, c'est-à-dire, si on peut pas s'y connecter aujourd'hui, tu pourras la proposer dans un autre futur. Alors, la formation de magie verte, effectivement, là, idéalement, j'aimerais les mettre en session annuelle, dans le sens que pour créer des groupes, en fait. Donc après, je verrai effectivement dans le fil de l'année pour pouvoir faire peut-être de nouvelles inscriptions, de nouvelles rentrées. Mais l'idée, c'est que je trouve toujours intéressant de pouvoir travailler avec un seul et même groupe, pour qu'il y ait aussi une cohésion de groupe, pour qu'il y ait un soutien, pour que moi, c'est des formations qui généralement sont un maximum de 10 personnes. Donc ça reste un groupe relativement intimiste. On n'est pas sur des formations où vous êtes 500 et je ne connais personne personnellement. Voilà. Donc effectivement, ça va être effectivement à voir sur ce que je l'ai eu fait comme ça, où tout le monde pouvait rentrer à n'importe quel moment. C'était pas forcément idéal, les gens prenaient en cours de route. Là, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une continuité. Là, un petit peu, tu vois, comme pour la chronique et pour les sons, il y a un rendez-vous une fois par mois. Donc, ça permet de donner un petit peu des deadlines comme ça pour pouvoir progresser. Et donc, effectivement, si on a d'autres formations en cours, bien évidemment, ça va vous prendre trop de temps en plus de vos activités autres. Maintenant, après, c'est chaque module fait entre 2 et 4 heures de vidéos qui sont chapitrées, qui sont divisées, etc. Donc, effectivement, en un mois, c'est complètement faisable de pouvoir réserver peut-être 2 heures par semaine, en gros maximum. Oui. Je comprends. Mais en tout cas, ça a l'air merveilleux. Comme à chaque fois, on aime bien aussi vous présenter ce que font nos chroniqueurs de la chouette équipe. C'est important qu'on mette en avant justement tout ce que vous proposez sur la toile. Vous faites partie de la radio, donc quelque part c'est normal qu'on mette en avant aussi ce que vous proposez pour d'autres personnes de la communauté. Et donc forcément, puis en plus ce sont toujours des formations
hyper sympa. On apprend des choses sur nous-mêmes, mais aussi des choses sur plein de choses qui nous entourent. Donc, c'est que du bonheur de t'avoir en plus, Alexandra, comme formatrice. T'es aux petits oignons avec nous. Voilà, tu es là, tu nous rappelles, ouais, t'es toujours présente. Ça fait chaud au cœur d'avoir des praticiens comme toi. Vraiment, merci. Merci. Je suis ravie. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et surtout, voilà, comme je disais, moi, j'aime beaucoup le côté intimiste. Oui. Donc, de pouvoir créer des liens avec les personnes et pas d'avoir des clients. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. On le sent. Tu es très maternelle, tu vois. Tu nous prends en charge, c'est vachement beau. Donc les enchanteurs, voilà, si jamais vous souhaitez commencer une formation, là c'est le moment, les réflexions autour des formations. On est à la rentrée bien évidemment et après coup suivre son année autour d'une formation en particulier qui peut vous transcender le cœur. Bien, il ne faut pas hésiter. alexandragallo.com, mes très chers enchanteurs. Je te fais de gros bisous, Alexandra, et merci pour tout. Des gros bisous et puis au mois prochain alors. Oui, au mois prochain. Oui, pour la première Morgans. Exactement. Yeah. Mes très chers enchanteurs, donc on va faire une petite pause musicale. On va remettre Philippe Lakovic, je sais que vous kiffez ce morceau. Donc on va remettre ce morceau et pendant ce temps-là, eh bien, je vais procéder au tirage au sort. Donc si vous avez ouvert la newsletter, vous avez été plus d'une 50aine tout le week-end à ouvrir la newsletter. Donc je vous remercie toutes et tous au passage. Donc vous avez eu plein de petites choses dans la newsletter. Chaque semaine, il y a une newsletter le vendredi soir à partir de 20h qui vous est envoyée dans votre boîte mail. Et quand vous l'ouvrez chaque premier chaque premier dimanche du mois, et bien c'est-à-dire le vendredi juste avant le premier dimanche du mois, vous êtes automatiquement sélectionné, votre pseudo, votre nom est automatiquement sélectionné pour gagner bien le petit cadeau du jour. Et donc chaque premier dimanche du mois, le cadeau c'est un livre de votre choix qui vous est envoyé à la maison, qui ne dépasse pas les 20 € avec les frais de port compris. Mes très chers enchanteurs, donc c'est parti, on va mettre un petit peu de musique, on va remettre Philippe Lakovic et on se retrouve d'ici quelques minutes pour le tirage au sort. À tout à l'heure les enchanteurs. Donc mes très chers enchanteurs, le tirage au sort vient d'avoir lieu. Donc vous avez été plus d'une 50aine à ouvrir la newsletter de vendredi pendant tout le week-end. Sachez que voilà, vous pouvez encore, alors plus maintenant, mais pendant même le live, vous pouvez encore bien évidemment ouvrir la newsletter qui a été envoyée vendredi soir à 20h. Donc juste avant, bien sûr, le premier dimanche du mois pour gagner le fameux petit cadeau du premier dimanche du mois. Et oui, donc là, le pseudo que j'ai tiré au sort pendant la pause musicale, c'est donc Hélène. Hélène qui gagne le premier cadeau de la saison. Donc Hélène, je vais donc t'envoyer un petit mail cet après-midi pour pouvoir effectivement te dire que tu es l'heureuse gagnante donc de ce premier tirage au sort de la saison. Et donc tu me transmettras bien évidemment le nom du livre avec l'auteur pour que je puisse, et puis ton adresse pour que je puisse te l'envoyer à la maison avant la fin du mois. Donc je remercie tous les enchanteurs qui ont joué, qui ont ouvert la newsletter. Bien évidemment, ouvrez la newsletter tous les vendredis, on est d'accord. N'attendez pas d'ouvrir la newsletter quand il y a le jeu. Bien évidemment, il y a plein d'informations hyper sympathiques à voir. On transmet aussi des informations grâce à la notification aussi des téléphones portables. Si vous avez téléchargé l'application, vous savez qu'on a également le petit pop-up de notification qui vous avertit quand des émissions arrivent en fait, sont en direct ou en différé. Alors j'évite de trop vous envoyer des pop-up pour pas vous envahir de messages. Mais sachez que généralement les pop-up ont lieu le samedi soir avant le live et le dimanche matin avant le live. Comme ça, vous savez qu'il y a normalement 2 pop-up. S'il y en a un petit peu plus, c'est qu'il y a plus d'informations importantes à connaître. Donc n'hésitez pas à activer les notifications de l'application parce que vous êtes pas loin de 200 à avoir téléchargé l'application, mais vous êtes qu'une centaine à avoir activé la notification. Donc ce qui signifie qu'il y a à peu près la moitié qui n'ont pas activé la notification. Donc n'hésitez pas à aller l'activer dans l'application pour pouvoir recevoir nos petits messages. Donc déjà, je remercie grandement tous ceux qui ont téléchargé l'application de Radio Antasia que vous pouvez retrouver sur tous les sites de téléchargement. Vous avez des liens sur notre site officiel également, radioantasia.fr, mes très chers enchanteurs. Donc avant de se laisser, n'oubliez pas donc
Tout à l'heure, entre 13h et 14h, nous revenons en direct pour 1 heure de live. C'est tout nouveau pour cette nouvelle saison. Et oui, on est là pour le JT des sorcières. Donc, actualité, ESO Witch. Donc moi, je parlerai des formations notamment. Il y a pas mal de choses là qui sont en train de se mettre en place dans l'univers ESO Witch. Et je serai en compagnie donc d'Eric Cooper qui vous parlera de toute l'actualité autour de la Belgique. Donc si vous êtes de la Belgique et que vous souhaitez un petit peu connaître tout ce qui se passe en ce moment pour le mois de septembre, eh bien soyez au rendez-vous ce dimanche à 13h, entre 13h et 14h. Donc c'est un petit peu comme si on pensait au JT télévisé de TF1, vous savez, entre 13h et 14h pendant qu'on mange. Et bien là c'est la même chose, mais version witchy. Et donc chaque dimanche il y aura une orientation différente parce que je ne serai jamais avec les mêmes personnes de la chouette équipe. Vous voyez, par exemple dimanche prochain je serai avec Torque, et le dimanche d'après eh bien je serai avec Pascal, donc vous verrez, chaque dimanche sera un petit peu différent, l'ambiance différente, des informations différentes, et le JT des sorcières sera également mis en ligne avec le réveil des enchanteurs en vidéo replay podcast dès demain matin aux alentours de 10h sur notre chaîne Antasia TV, mes très chers enchanteurs, tout comme aussi la guidance féerique qui est mis en ligne demain matin à 7h. Vous savez, sur Antasia TV, tous les lundis à 7h du matin, vous avez la vidéo qui est mise en ligne sur Antasia TV. Donc je vous remercie à toutes et tous de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire des petits tours, regarder un petit peu tout ce qui se propage sur cette chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu, donc il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour, nous laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut, ce serait vraiment sympathique. Et surtout vous abonner, activer la petite cloche. Alors j'en parle parce que comme l'émission sera en rediffusion replay sur la chaîne YouTube, ce qui fait que voilà, si vous m'entendez sur la chaîne YouTube, c'est que vous êtes un abonné de la chaîne YouTube. Sinon, pour la radio, eh bien cette émission sera en rediffusion, celle que vous avez ratée ce matin, cet après-midi entre 16h et 18h. Et après coup, la deuxième partie donc de la chouette actu, le JT des sorcières, s'opérera de 19h à 20h. Et ensuite, on aura Eric Cooper entre 20h et 21h, mes très chers enchanteurs, et la croisière folk. Et en plus, Eric Cooper, dans son astuce magique du jour, va nous ouvrir les portes de comment nettoyer du cristal. Donc soyez à l'écoute de cette émission à 20h, et à 21h, nous serons de retour jusqu'à 23h en compagnie d'Alexandra et de Valérie de Demoiselle Étrange qui vous proposera un cours pour les débutants, un cours spécial de Demoiselle Étrange bien évidemment, et que vous aurez également à partir de lundi soir, tous les soirs de la semaine, entre 20h et minuit, entre les musiques, toutes les 40 minutes, vous aurez un cours de Demoiselle Étrange qui sera donc actionné. Donc c'est un rendez-vous qu'on vous propose. Et donc ce soir de 21h à 23h, c'est l'émission spéciale de pleine lune. Vous savez que c'est la pleine lune avec l'éclipse. Donc quand il y aura la diffusion de l'émission, bien sûr l'éclipse sera passée, mais c'est pas bien grave. On pourra effectivement parler magie et rituel surtout ce soir de manière farniente, tranquillou. Ces émissions sont donc disponibles après coup dans notre OnDrive. Donc si vous donnez un petit don pour Tipeee, que vous pouvez retrouver au niveau du lien, soit dans la newsletter, soit sur notre site officiel radioantasia.fr, vous avez de quoi faire, mes très chers enchanteurs. Il est 12h10, je laisse donc le live, bien sûr. C'est parti. Je vous souhaite écouter à toutes et à tous un magnifique dimanche. Je vous dis à tout à l'heure à 13h pour le JT des sorcières. À tout à l'heure les enchanteurs. Ciao et bon dimanche.